Et voilà, et hop là, que je me cale directement. Bienvenue, bienvenue dans la causerie. Il est 20h23, un petit peu de retard. Bah oui, ça arrive un peu. Tiens, ah bah je vois un gars arriver à la caméra, mais c'est moi. WhatsApp 532 493 pour laisser des messages comme à l'accoutumée. Je vais prendre l'autre téléphone. Que je vous rappelle donc qu'il y a le WhatsApp sur lesquels vous pouvez poser des questions. Et ce soir, on est avec Catherine, parce que on est quel jour? Ah mais on est mercredi, mais c'est jour de... Eh ben c'est jour de Catherine. Bonsoir Madame Macaire, comment allez-vous? Bonsoir Bernie, je vais bien, merci. Bon. Allez, alors on va parler bipolarité et schizophrénie. La schizophrénie, son nom vient du grec schizo signifiant coupé et phrène, esprit, morcellement de la pensée et non pas, comme on le croit souvent, le dédoublement de la personnalité. Le mot schizophrénie a été utilisé pour la première fois en 1911 par le psychiatre suisse Eugène Bleuler. La première description claire de cette maladie a été donnée par les Grecs et plus tard, au début du XIVe siècle, eh bien c'est à Morel que l'on attribue la dénomination de démence précoce. Intéressant ce mot, on en reparlera tout à l'heure. En 1896, on fait un petit peu d'histoire ce soir. Émile Kraepelin, je crois, c'est le nom, je sais pas, Kraepelin, c'est ça, ouais, définira la schizophrénie comme un ensemble, et non pas un ensemble, composé de 3 états cliniques, des idées délirantes, une catatonie et un comportement désorganisé. Première question, Catherine, c'est quoi une catatonie? C'est en fait rester sans pouvoir faire quoi que ce soit et être complètement amorphe. D'accord. C'est quand on est incapable de faire quoi que ce soit et qu'il n'y a aucune réaction, on a l'impression que la personne est vide. Donc il faut un peu... parce que moi je sors des définitions un petit peu Oui. comme des choses que les gens ne savent pas. Et puis, cette question, puisqu'on a défini, toi et moi, du sujet, bipolarité et schizophrénie. Il y a une différence entre bipolarité et schizophrénie? Alors, il y a une différence, oui et non. La schizophrénie et la bipolarité font partie de ce qu'on appelle des troubles psychotiques. Donc, Ouais. ce sont des troubles en fait de la psyché et ils sont catégorifiés dans la même particularité en fait des troubles psychotiques, c'est-à-dire la bipolarité. Il y a 2 types de bipolarité, bipolarité de type 1 et bipolarité de type 2. Et certaines bipolarités sont apparentées à la schizophrénie parce qu'il y a également des bouffées délirantes comme la schizophrénie. Mais la bipolarité est également catégorifiée dans des troubles dépressifs chroniques qui ne sont pas... Alors, quand on dit troubles dépressifs en psychiatrie, on ne parle pas de dépression au sens courant que l'on rencontre dans la vie de tous les jours où quelqu'un peut faire une dépression. Ouais. Là, on parle de troubles dépressifs qui sont liés à des troubles psychotiques, donc qui sont des troubles récurrents et qui sont handicapants pour quasiment la majorité de la vie. Le trouble de la bipolarité ou la schizophrénie, on en parlera plus tard, Ouais. peut s'atténuer mais reste présent quasiment toute une vie. Mais alors justement, handicapant à quel point ça peut être Alors, au handicapant? point parfois de ne pas pouvoir travailler, que ce soit la bipolarité ou la schizophrénie, d'être incapable d'assurer le quotidien et sa vie quotidienne. Mais aujourd'hui, il y a quand même des traitements médicamenteux qui peuvent aider les patients à avoir une vie à peu près normale et travailler. Alors avant, on pensait que les gens étaient fous, mais c'est juste des bouffées délirantes, c'est-à-dire que ça n'est pas, la schizophrénie par exemple, n'est pas une constante, ce n'est pas au quotidien, il y a des hauts et des bas, des stabilités que l'on arrive à obtenir, et il y a différents types aussi de schizophrénie, on appelle maladie schizoïde, c'est-à-dire il y a vraiment à peu près plus d'une trentaine en fait de types de schizophrénie, et souvent les psychiatres mettent beaucoup de temps pour déceler en fait une maladie psychotique, parce que souvent on dit il y a une psychose, mais on ne sait pas déterminer en fait quelle est vraiment la psychose, sauf s'il y a par exemple des hallucinations. Et alors ce qui est le plus courant, c'est ce qu'on entend, c'est entendre des voix. On dit les schizophrènes entendent des voix, mais pas systématiquement. Et donc c'est des fois très ténu entre définir un trouble bipolaire ou un trouble de la schizophrénie, parce qu'il y a des similitudes.
Bah alors justement, parce que tout à l'heure je disais que c'était intéressant de parler de démence précoce. Pourquoi alors, donc je rappelle que c'est au XIVe siècle hein, quand on parle de démence précoce. Oui. Ça a bien évolué. Hein. Autrefois, on faisait soigner les patients pas mal avec, je crois que c'était des sœurs ou des frères qui s'occupaient justement des gens qui étaient atteints au niveau psychiatrique, parce qu'on n'avait pas forcément toujours les bons traitements, je dirais. Et puis sûrement les gens ont aussi lâché prise, enfin du moins voulaient s'en débarrasser parce que c'était plus une gêne qu'autre chose. Oui, mais c'est-à-dire qu'avant, c'était associé aussi à peut-être la possession, c'est-à-dire être possédé, puisque lorsque on a affaire à des poussées aiguës délirantes, ça peut ressembler à ce qu'on peut voir dans certains films, à en fait des bouffées délirantes qui peuvent faire penser à quelqu'un qui peut éventuellement être possédé, parce qu'il y a des fois une modification de la voix, transformation en fait physique, parce que les spasmes au niveau du visage ou au niveau du corps peuvent créer en fait des distorsions du corps. Ouais. Donc ça peut être extrêmement impressionnant, les yeux qui sont exorbités. Ça c'est pour des cas extrêmes où il va y avoir donc ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës, et donc qui sont souvent c'est-à-dire que c'est des moments ponctuels et ensuite qui se transforment en d'autres bouffées délirantes, mais qui sont amoindries et qui peuvent être soignées, et qui sont donc les états schizophréniques sont des états paranoïaques. Il peut y avoir des états paranoïaques, des psychoses hallucinatoires, des troubles psychotiques chroniques, c'est-à-dire des gens qui vont faire des choses répétitives, qui vont avoir des sensations que les gens parlent sur eux, des obsessions. Donc on retrouve en fait dans les deux pathologies des similitudes, c'est-à-dire des compulsions obsessionnelles. La personne va par exemple focaliser sur un sujet. Alors il y a des sujets qui sont récurrents, ce sont souvent des sujets religieux. Donc, ouais, alors justement, tu me devances un peu, parce que là, j'allais te poser la question s'il y avait une ressemblance entre la bipolarité et la schizophrénie, tu viens d'y répondre. Ce qui est assez drôle, c'est quand tu dis oui, ça ressemble un petit peu à une scène de l'exorciste. Rassure-moi, il tourne pas la tête à 180 degrés ou 360. Non, j'en ai jamais vu, mais ça peut être très spectaculaire. Quand à ce point-là, la voix change, c'est très impressionnant, et le visage est vraiment marqué par en fait des contractions musculaires qui peuvent modifier le visage jusqu'à ce qu'on, parfois les personnes ne reconnaissent pas les gens, mais ça c'est épisodique, mais ce qu'on voit dans l'exorcisme c'est vraiment très exagéré, mais ça peut être vraiment très impressionnant, avec des contorsions du corps où on est obligé souvent d'attacher les gens parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, et décuplent leur force. Alors je vous rappelle la petite phrase dans l'exorciste: ta mère suce des queues en enfer. Alors, qu'est-ce qu'exactement la schizophrénie? Est-ce qu'on a un peu on en a un peu pas, enfin oui, on a un petit peu, on va dire, ouvert là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les causes de schizophrénie. Alors, comment les hypothèses explicatives sont nombreuses, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. En fait, ce sont beaucoup des théories qui sont évaluées. Alors, il y a les théories freudiennes qui lient la schizophrénie à une présence de la mère et un trouble affectif profond lié au rapport à la mère. Mais ça, aujourd'hui, c'est assez contesté. Freud est assez contesté. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que la schizophrénie, souvent, les patients sont focalisés sur leur mère. C'est-à-dire souvent, que ce soit hommes ou femmes qui sont schizophrènes, souvent ils ont une accentuation de la régressivité vis-à-vis de leur mère en général, plus que de leur père. Donc ça, on a constaté en fait ces situations. On ne sait pas si c'est... Alors on suppose que c'est génétique, c'est-à-dire que l'enfant naît avec le syndrome de la schizophrénie et le développe ou pas en fonction du contexte. Souvent, on constate qu'il y a eu d'autres maladies psychotiques mentales dans les familles qui vont donc induire que on favorise en fait le développement de ces maladies, mais l'environnement en fait joue beaucoup. Les traumatismes
répétées peuvent déclencher. Est-ce que Catherine, tu es en train de nous dire que c'est peut-être héréditaire quelque part? Alors, c'est pas héréditaire en ligne directe, c'est-à-dire parce qu'on a son père ou sa mère qui est schizophrène qu'on va le devenir. Mais c'est que en intrafamilial génétiquement, il y a donc ce qu'on appelle en psychogénéalogie, dans l'arbre généalogique, souvent, par exemple, des oncles, des tantes, des grands-mères, des arrière-grands-mères, arrière-grands-pères qui ont souffert de pathologies psychotiques. Et donc, il y aurait des gènes qui sont transportés. Mais aujourd'hui, la science n'est pas suffisamment avancée pour savoir exactement d'où vient cette particularité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aucun médicament ne soigne la schizophrénie. On va atténuer la souffrance des patients, parce qu'il faut bien comprendre que les patients sont en souffrance. On va atténuer les syndromes en fait gênants, handicapants, mais on ne va pas savoir où ça se situe, parce que la schizophrénie atteint plusieurs zones du cerveau, c'est-à-dire les sensations auditives, donc la sensation d'entendre des voix ou d'entendre des sons, la sensation parfois olfactive où les personnes ont l'impression qu'il y a des odeurs, la sensation en fait du trouble paranoïaque, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'être surveillé. Donc ça touche plusieurs zones en fait du cerveau. Donc il n'y a pas aujourd'hui un médicament qui va cibler en particulier une zone. Donc ce sont des médicaments qui vont apaiser un ensemble d'effets. Donc ce qui va faire que souvent les traitements sont réajustés, parce que souvent ces traitements, comme ils ne ciblent pas, soit ils rendent les gens en fait un petit peu au départ comme un légume, c'est-à-dire la personne a le cerveau un peu anesthésié, donc ce qui permet de calmer les crises, ou on va essayer de tâtonner pour arriver à un équilibre, que la personne puisse quand même avoir une vie normale, c'est-à-dire aller travailler, etc. Mais bon, là encore, il y a différents types de schizophrénie ou de bipolarité. Alors là, au niveau des médicaments, on y reviendra tout à l'heure. J'ai une question au WhatsApp. Alors c'est vrai que j'ai quelques soucis de support ce soir, en espérant que tout le monde va bien l'entendre. Et c'est parti, mon kiki. J'ai juste une question, Catherine. Bon, vous êtes en train de parler de schizophrénie. Moi, la question que j'ai, c'est la bipolarité. Comment expliquez-vous vraiment la bipolarité? Parce que les sautes d'humeur sont-elles vraiment des signes de bipolarité? Est-ce que de passer d'une humeur joviale à une humeur massacrante du jour au lendemain, ou d'un moment à l'autre, surtout d'un moment à l'autre, est-il un signe de bipolarité? Et est-ce que la scarification et des gestes un peu comme ça d'autodestruction font partie de la bipolarité? Catherine, est-ce que tu as entendu le... J'ai entendu Alors, la bipolarité est souvent confondue avec des troubles de l'humeur, qui est un autre segment en fait par exemple de la dépression. La bipolarité, donc il y a deux types de bipolarité. La bipolarité est une maladie. C'est-à-dire souvent on utilise « Ah, t'es bipolaire ». Les gens disent ça comme ça, et les bipolaires changent d'humeur. Non, c'est pas ça. La bipolarité comprend deux phases. Une phase qu'on appelle une phase maniaque, c'est-à-dire où la personne va faire des choses de manière compulsive, répétitive et très handicapante. Et une phase dépressive, mais dans le sens dépressif, où la personne est incapable d'aller travailler et souvent reste couchée dans un coin, prostrée, ne se lave plus, ne mange plus ou mange de manière, par exemple, épisodique, va rester avec, par exemple, le même vêtement pendant 2 ou 3 mois, et les phases sont très marquées, c'est-à-dire c'est des phases qui durent très longtemps, au-delà de 3 semaines à 1 mois, non-stop, c'est-à-dire la phase qu'on appelle hypomane, c'est une phase hypomaniaque, c'est la phase en fait d'euphorie. Donc cette phase d'euphorie va être une phase d'euphorie extrêmement importante. Pas juste aujourd'hui je suis gay, je vais bien, c'est pas ça. C'est des personnes qui vont se mettre à dépenser des sommes phénoménales, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 000 euros en un mois. Ah, quand même. Oui, ça va être des gens qui vont faire des achats compulsifs. Par exemple, moi j'ai un patient, il a été acheté pour 30 000 euros de matériel photo en une journée. Ça va être des gens qui vont être dans une euphorie telle que les autres ne vont pas comprendre en fait ce qui se passe. Une exagération de toutes les émotions. Et dans la phase, la phase dépressive caractérisée, ce sont des gens qui vont
ne rien faire du tout, vont être désespérés, pleurer, irritables toute la journée. Ils vont avoir aucune motivation, incapacité totale d'aller travailler. Ils peuvent être amenés à avoir des phases de suicide. Donc ça c'est dans les cas extrêmes. Il y a une bipolarité qui est associée plus à un syndrome dépressif chronique, avec des phases moins marquées au niveau des phases maniaques, c'est-à-dire moins de, par exemple, ce que j'ai dit, de faire des phases euphoriques d'achat compulsif, mais avec des phases beaucoup plus marquées dépressives qui vont durer jusqu'à 6 mois, plus de 6 mois, où la personne va être dans un état dépressif, ou dans lequel elle ne va pas pouvoir sortir, avec justement des troubles hallucinatoires souvent. Sensation que, alors ça peut être aussi des gens qui pensent être parler avec les autres dans leur tête, donc avoir le syndrome en fait d'imaginer de la télépathie, penser qu'ils sont des récepteurs radio. Il va y avoir des bouffées aussi délirantes qui peuvent ressembler à la schizophrénie, c'est pour ça que c'est un peu apparenté. Alors donc la théorie du complot comme quoi mon dentiste m'a mis un transistor et que tout ce que je dis enregistré par le gouvernement, c'est vrai. Ça existe. Voilà, non mais voilà ce genre de théorie folle que tu peux entendre, je présume. Alors ça, c'est plus des personnes qui sont psychotiques, type schizoïdes, paranoïaques. Les paranoïaques ont la théorie du complot et peuvent, par exemple, pendant une séance d'1 heure, expliquer par A plus B qu'on est observé, etc., ou et qu'il y a un complot. Et ils sont persuadés et changent de sujet au fil des semaines. Et donc c'est ce qu'on appelle le caractère obsessionnel, c'est-à-dire ils vont être obsessionnels sur un sujet et vont rester dans cette obsession pendant des semaines, des mois, jusqu'à ne pas pouvoir en sortir et être persuadés en fait que ce qu'ils disent c'est une vérité et que tout le monde est contre eux. Alors moi on m'a parlé de symptômes actifs et de symptômes passifs. Alors, qu'est-ce qu'un symptôme actif concernant la bipolarité ou la schizophrénie? Alors, le symptôme actif, ça veut dire que la personne, en fait, explique et montre à son entourage, en fait, essaye de démontrer. C'est-à-dire que là, on va voir en fait les délires, c'est-à-dire les personnes entourantes vont le voir. Les symptômes passifs sont les personnes qui vivent ça à l'intérieur mais n'expriment pas, mais se renferment et sont donc dans cet état catatonique qu'on va remarquer. Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment comme symptômes actifs, on va dire, en général, qu'est-ce que tu retrouves? Donc ça va être des discours qui sont inappropriés, que les autres ne comprennent pas. D'accord. Parler, en fait, d'entendre des voix, entendre des sons, ça c'est extrêmement fréquent. Avoir la sensation d'être surveillé. Avoir aussi des pensées par rapport à la religion, qui revient essentiellement très souvent. La sensation que souvent la mère est tout le temps derrière mon dos, c'est-à-dire ce que j'entends c'est ma maman m'oppresse, etc. C'est un trouble qui est très très courant. Mais c'est vrai, ma mère est toujours derrière mon... Pardon, vas-y. Bon ben je consulterai ta maman. En fait, alors ce qu'il faut aussi comprendre, parce que souvent c'est une maladie, ce sont deux maladies qui font, la schizophrénie fait très peur en général aux personnes. Les personnes parfois me disent j'ai entendu un son dans la tête, est-ce que je suis schizophrène? Non, c'est pas forcément ça. La schizophrénie, c'est vraiment la personne qui est schizophrène. Lorsque moi j'aide des schizophrènes à aller mieux, que des psychiatres m'envoient des patients schizophrènes pour essayer d'atténuer en fait les symptômes handicapants. Les personnes qui sont schizophrènes sont capables de m'expliquer que ça n'est pas leur pensée. C'est-à-dire, ils savent que ça n'est pas leur pensée qui génère ces phénomènes, mais c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Donc ils ne savent pas expliquer ce que c'est, mais ils savent que ça n'est pas eux. Donc ce sont des gens qui sont capables d'expliquer leur maladie et de très bien en parler. Les bipolaires, il y a deux types. Ceux qui savent me dire, oui, je sais que je suis malade, mais je n'arrive pas à contrôler en fait ces phénomènes. Et puis, ceux qui ne se rendent pas compte et qui n'arrivent pas à admettre
qu'ils sont malades. Alors, pour eux, par exemple, moi, je ne suis d'aucune efficacité puisqu'on ne peut pas travailler avec des gens qui n'admettent pas et qui ne réalisent pas en fait qu'ils ont une problématique. Ouais. D'ailleurs, toutes ces deux maladies doivent être prises en charge par les psychiatres en premier pour établir un diagnostic et souvent donner des médicaments. Ça, on y reviendra après dans le cheminement de l'émission. Alors, j'ai plusieurs messages de WhatsApp de Karine. Et c'est parti, Karine. Super intéressant, Catherine. Mais justement, est-ce que la bipolarité peut partir depuis l'adolescence? Moi, par exemple, j'ai une fille, donc dans un contexte de divorce violent, qui du jour au lendemain s'est mis à se scarifier, à pleurer, à ne plus avoir goût à l'école, passe du rire aux larmes d'un moment à un autre, ou d'une crise de colère à une crise d'euphorie. Est-ce qu'on peut l'associer à un mal-être ou à une bipolarité, d'après vous? Attends, Alors là, c'est une question qui est un peu... Bon, je ne connais pas le contexte réel. C'est un peu compliqué de répondre à quelqu'un sans avoir consulté eu en consultation la personne. Bon, ce que je peux dire, c'est que... Attends, il y a... à quel âge elle a dit son adolescente je suis désolé, je suis désolé, je suis un peu partout, mais il y a la suite du message, Catherine. Pour en revenir à la fin à une petite chose, est-ce que sa place de second, d'enfant du milieu, peut expliquer dans un mal-être de divorce une bipolarité ou juste un mal-être? C'est ça, c'est ma fille, c'est exactement ça. Elle rentre dans des colères folles et puis des fois elle se dit ah, je suis désolée, je ne peux pas me contrôler, et elle est prisonnière presque d'elle-même. Voilà, Catherine. Alors, bon, j'ai pas vu sa fille en consultation. Mais, si c'est une adolescente, l'adolescence va à peu près jusqu'à 24 ans. Et il faut voir le contexte. Les troubles dont elle parle sont des troubles très fréquents chez les adolescents qui ont vécu des situations de perturbation. Ouais. Pour parler de bipolarité, il faut déjà avoir fait une observation pour établir un diagnostic. C'est pas moi qui établis ce diagnostic, ce sont les psychiatres. Donc on parle de diagnostic clinique, on est bien d'accord là? Oui, tout à fait. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut un minimum de 2 ans d'observation pour pouvoir établir un diagnostic sûr, c'est-à-dire de poser un nom sur un comportement. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on va observer donc l'enfant ou l'adolescent et on va pouvoir après déterminer si c'est vraiment une bipolarité ou autre chose, parce qu'il y a tellement de syndromes psychotiques, mais les syndromes psychotiques, c'est très violent, c'est extrêmement grave. Il y a vraiment des pensées hallucinatoires et complètement délirantes. Ouais. Là, ce qu'elle a, bien non, je vais pas faire un diagnostic comme ça au téléphone, mais ce qu'elle a l'air d'expliquer, c'est plus un trouble de comportement lié à l'adolescence qui peut ressembler à ce qu'on appelle un trouble sensitif ou un trouble sporadique de l'adolescence, qui est relativement courant dans des personnalités où il y a eu beaucoup de traumatismes, peut-être récurrents et familiaux. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer comme ça, mais établir un diagnostic de bipolarité, ça ne se fait pas comme ça se fait vraiment en collaboration avec un psychiatre et un psychologue ou un psychothérapeute qui suit de manière régulière. Mais s'il y a des troubles comme ça, sincèrement, je l'invite à consulter et à ne pas la laisser comme ça. Karine nous laisse un petit message entre temps pendant qu'on est en train de parler. C'est ça le décalage aussi de Facebook. Non, faut pas me dire que l'adolescence va jusqu'à 24 ans, Catherine. Ça me rend triste parce que là, vraiment, elle n'a que 19 ans. Voilà, on a la réponse. Elle n'a que 19 ans. Mais c'est pas moi qui le dis. L'adolescence, c'est comme ça. Les phases de l'adolescence peuvent durer jusqu'à 24 ans. Et ça ne veut pas dire que l'adolescence, si elle est potentiellement dure jusqu'à 24 ans, que ça veut dire que les signes dont sa fille souffre vont durer jusqu'à 24 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'un parent n'est jamais apte à aider son enfant dans cette situation. Il faut consulter. C'est la seule solution. Et souvent, c'est une thérapie systémique, c'est-à-dire une thérapie familiale qui va résoudre les problématiques de mal-être qui existent dans une famille, et souvent qu'un adolescent va être le catalyseur de ce qui se passe dans une famille.
Et l'enfant, entre guillemets, qu'elle dit du milieu, moi je lui ai déjà dit ça, hein. Ouais. Je n'aime pas ce terme parce qu'il n'y a pas d'enfant du milieu ou devant ou derrière, il y a des enfants dans une fratrie et il faut justement ne pas les identifier de telle ou telle position parce que chaque enfant est différent et c'est souvent nous, les parents, qui induisons en fait des situations et qui nommons les enfants d'une telle manière qu'ils finissent par croire que c'est eux. Ce n'est pas le cas. Pourtant, souvent, on entend parler de cadets, on en parle de... Donc, c'est un peu ça. Enfin, bon, après, moi, je connais les terres du milieu, mais ça n'a rien à voir. La chronologie. Chez le deuxième, que chez le premier, que chez le dernier, ou que chez le cinquième, ou je ne sais quoi. Ouais. Il y a des pathologies psychotiques dans n'importe quel... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'études qui ont dit, oui, l'enfant qui a né le deuxième et qui est le deuxième sur 3 a plus de difficultés dans la vie que l'aîné, par exemple. Ça, c'est... Non. Bon, dans l'absolu, si on disait, pour la rassurer, mais écoute, c'est pas grave, c'est peut-être une crise d'adolescence. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Quand un enfant se scarifie, c'est toujours une alerte et il faut que l'enfant consulte. Voilà. Il y a 19 ans, ça n'est plus une enfant, c'est une jeune femme. Alors justement, à qui on parlait, tiens? Alors, en parler, donc on peut, si on a un médecin traitant, lui en parler et il va orienter. Ouais. Si elle alors 19 ans, oui, elle peut aller chez le pédiatre. Le pédiatre, c'est jusqu'à 21 ans. Ah bon? Souvent, les gens pensent que les pédiatres, c'est que pour les bébés, mais non. Parce que moi, je travaille avec des pédiatres et les pédiatres sont formés, en fait, aux maladies des enfants et des adolescents et accompagnent très bien les enfants jusqu'à 21 ans. Eh ben moi, j'ai encore appris un truc ce soir grâce à Catherine. Je savais pas que le pédiatre était jusqu'à 21 ans, les enfants. Oui, moi, voilà. Tous mes enfants étaient chez le pédiatre jusqu'à 20 ans. Bon. Et donc, ensuite, donc, si elle connaît un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre, alors en Guadeloupe, il y a très peu de pédopsychiatres, donc, sauf en institution, il y a une pédopsychiatre à Pointe-à-Pitre, sinon il y a en cabinet privé, sinon il y a très peu de pédopsychiatres, sauf au CHU. Donc, et de s'adresser peut-être à un psychothérapeute ou un psychologue clinicien qui pourra aider sa fille et peut-être en quelques séances débloquer des situations qui sont difficiles pour elle. D'accord. Bon, bah, de toute façon, il faut lui souhaiter que du courage, parce qu'il y a besoin de courage, justement, hein, quand on est... Et c'est surtout qu'il ne faut pas avoir peur des troubles, mais il faut ne pas rester isolé et se faire accompagner, parce qu'un enfant qui se scarifie, c'est toujours une douleur qui est exprimée, et il faut toujours en tenir compte et essayer pour que ça ne devienne pas, en fait, un problème qui va être récurrent, et qui va peut-être passer spontanément, Ouais. qui risque de laisser des traces pour plus tard, qu'on va retrouver à 30 ou 40 ans dans d'autres situations, parce que le psychisme retient des événements traumatiques et va les répercuter dans la vie plus tard face à des situations qui seront similaires émotionnellement. Bon, je reprendrai tout à l'heure, il y a encore des messages de Karine. Est-ce que, c'est vrai, il y a une mode, dit ouais, t'es schizo, t'es bipolaire, je sais pas quoi. Moi, je te pose une simple question, est-ce qu'il faut se faire diagnostiquer ou pas? Non. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de prévention. La schizophrénie, D'accord. en général, se déclenche à des périodes bien précises. C'est-à-dire que la schizophrénie, souvent, se déclenche à l'adolescence. Donc, à partir de 16-17 ans, Ouais. on commence à avoir apparaître des troubles du comportement. Et souvent, il va y avoir, le déclenchement, ça va être une bouffée délirante aiguë, qui va montrer qu'il y a un problème. Alors, comment expliquer avec des mots peut-être un peu plus simples ce qu'est une bouffée délirante aiguë? Parce que je sais, souvent, tu nous dis des termes, et après, moi j'ai des retours en disant c'est intéressant ce qu'elle nous dit, Madame Macaire, mais il y a des trucs que je comprends pas bien. Alors, par exemple, ça va être un adolescent qui va rentrer d'un seul coup, par exemple, d'une soirée, et va se mettre à dire, voilà, j'ai été suivi par le FBI. Bon, c'est une situation que je vous raconte parce que c'est quelqu'un qui m'avait, c'est un patient qui m'avait dit ça. Ouais. J'ai été suivi par le FBI. Voilà, et il faut me cacher. Et l'enfant va se cacher, enfin l'adolescent va se cacher, va dire oui, mais ferme toutes les portes, etc. Donc il va y avoir en fait un discours incohérent
ou va se mettre à paniquer, à courir dans toute la maison sans qu'on comprenne ce qui se passe. Alors souvent, le déclenchement de schizophrénie est lié souvent, alors ça veut dire que la schizophrénie était présente, on va dire, pour simplifier, génétiquement. Ça veut dire qu'elle dormait quelque part en lui, en fait. Voilà, elle était dormante. Voilà, ok. La prise de stupéfiants. Ah, voilà, on y vient, les stupéfiants. Ouais. La prise de stupéfiants va révéler et accentuer la crise de bouffée délirante. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir en disant voilà, mon enfant, il a été dans une soirée, il a fumé 4 joints dans une soirée, et c'est à cause de ça qu'il est devenu schizophrène. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y avait déjà un terrain et que la prise de stupéfiants a favorisé le déclenchement. Ouais. Et que du coup, en fait, on est rentré dans la maladie s'est révélée. Donc souvent, les gens pensent que c'est lié, en fait, que la prise de stupéfiants, c'est ça qui va créer la schizophrénie. Non, la schizophrénie est une maladie mentale les stupéfiants vont les favoriser et les accentuer. Mais les stupéfiants, c'est comme le pinard, c'est un inhibiteur. Donc en fait, si tu veux, c'est voilà, ça va t'aider à sortir des choses que tu sors pas d'habitude, quoi. Voilà. Sauf que la différence avec l'alcool, par exemple, alors l'alcool en excès peut aussi provoquer, mais ce qui est différent, c'est que par exemple, dans la prise de cannabis ou de cocaïne, par exemple, ou de LSD, crée déjà des troubles hallucinatoires à la base. Donc ça va accentuer les troubles encore plus profondément hallucinatoires, et ce qui va créer une panique. Et souvent, on voit atterrir aux urgences psychiatriques, en fait, des adolescents qui sont complètement en panique parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent plus où ils sont, ils ont une désorientation, donc ça c'est bouffée délirante aiguë, ils ne savent plus où ils sont, ils se retrouvent dans des endroits incroyables. Et c'est là qu'à partir de là, la prise en charge va être plus ou moins longue pour pouvoir établir d'un vrai diagnostic. Est-ce qu'il s'agit juste en fait des effets secondaires de la prise de stupéfiants, ou est-ce que c'est la révélation en fait d'une maladie psychotique qui est derrière? Donc ça, c'est les troubles qui peuvent apparaître, c'est à l'adolescence. Et puis il y a, on ne sait pas pourquoi, une mise en sommeil, c'est-à-dire que parfois les gens, il n'y a pas de schizophrénie, et la schizophrénie se déclenche vers 42 ans jusqu'à peu près 46 ans. C'est-à-dire entre 40 et 46 ans, il peut y avoir là aussi l'apparition en fait d'une schizophrénie qui va s'installer et qui va rester pour le reste de sa vie, mais qui aussi, lorsqu'on a fait une interrogation des patients, il y avait déjà des troubles du comportement, mais qui étaient, on va dire, moindres. Par exemple, des TOC, des troubles donc compulsifs. Troubles obsessionnels compulsifs. Tout le temps, qui ont des petits rituels. Et il y aura des petites choses qui seront passées inaperçues et qui vont se déclencher, alors soit à la suite d'un choc émotionnel très important, ça peut se déclencher, ou alors de manière complètement spontanée. On ne sait pas en fait. Par exemple, un accident de voiture, ça peut déclencher ça? Un choc émotionnel très fort. Bah oui, un accident de voiture assez grave. Je veux dire, c'est pas juste un accrochage. On fait un ou deux tonneaux quelque part. Ouais. La perte d'un être cher, souvent très proche, un des parents, un frère ou une sœur, peut déclencher, mais c'est parce qu'il y avait déjà un terrain favorable. Quelqu'un entre guillemets de sain, qui n'a aucun problème psychique, ne peut pas déclencher suite à un choc émotionnel une schizophrénie à un moment donné. C'est qu'il y avait déjà sous-jacent, dormant en fait cette maladie. Dimitri nous posait la question, pouvez-vous nous expliquer les facteurs aggravants? On vient de le dire. Dimitri toujours nous dit non mais en fait il y a des gens qui ont des bouffées délirantes, ajoutez-y des psychotropes, mort de rire. Ah bon, il n'y a plus de son? Ben je sais pas, pourtant je vois toujours en direct. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques plantages, c'est ça le truc. On revient à Karine, parce que je ne fais pas patienter. En fait, ça me rassure un petit peu parce que finalement, elle a été vue par une pédopsychiatre ici qui était très très bien, et vraiment je l'en remercie. Je ne saurais pas son nom parce que apparemment il faut pas citer les noms. Ah bah, mais moi ça me rassure, mais dans le fait de me dire que en fait elle s'est scarifiée les jambes, les cuisses, elle s'est vraiment détruite.
C'est vraiment une gamine qui est malheureuse. Le pourquoi du comment, même elle n'arrive pas à le comprendre. Je l'ai envoyée en métropole passer son bac et je pense que ça a été la meilleure chose qui a été pour elle. Et souvent, on lui parlait de bipolarité. Elle disait, je ne suis pas bipolaire, je suis malheureuse, je n'arrive pas à trouver ma place. Et je pense que c'était important pour elle d'arriver à un résultat. Et en fait, j'ai coupé un petit peu le cordon en l'envoyant loin de moi passer son baccalauréat. Qu'elle a réussi, j'en suis très fière, hein, jusqu'à aujourd'hui, mais elle a un permanent mal-être et ces côtés de colérique où on rentre dans des colères qu'elle ne peut même pas maîtriser elle-même. Et chaque fois on lui dit mais t'es bipolaire, ta fille est bipolaire, ta fille est ci, ta fille est là, et c'est un petit peu déstabilisant en fait pour moi, quoi. En fait, de me dire que j'ai une fille bipolaire et que tout le monde me le dit, et qu'en fait, dans ce que vous expliquez ce soir, je suis ravie de voir que c'est une phase de l'adolescence qui est peut-être pas facile pour elle, et qu'avec le temps, je trouve ça très bien. J'adore vos commentaires. Ben justement, c'est la pédopsychiatre de Pointe-à-Pitre dont vous parlez qu'elle a vu et qui m'a dit non, c'est une crise d'adolescence, faut lui laisser le temps. Et Valentine trouvait ça très long et ça a été un peu triste justement. Mais dès qu'elle est en crise, elle a besoin de la voir. Et là actuellement, elle est toute seule à Lyon et elle ressent ce besoin de la voir, quoi. Catherine. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Karine. Ce qu'elle explique, donc c'est ça, hein, c'est que c'est une crise d'adolescence. J'aime pas trop le terme parce que c'est juste un mal-être qu'un enfant peut exprimer et qui est difficile de grandir et de sortir en fait de l'état de l'enfance et d'entrer dans l'âge adulte avec des insécurités. C'est ça que les enfants manifestent. Alors les scarifications, c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que c'est quelque chose en fait qui révèle que l'enfant ne sait pas exprimer verbalement. D'ailleurs, elle l'a dit, elle ne sait pas pourquoi, ouais. Elle ne sait pas dire. Ouais. Et donc, elle essaye de faire sortir physiquement de son corps quelque chose. Donc, la scarification, c'est quand on utilise un couteau, une lame de rasoir, peu importe, on ouvre et on a la sensation en fait que quelque chose s'échappe et qu'on vide quelque chose. Sauf que au final, souvent avec le temps, à l'arrivée à l'âge adulte, ceux qui se sont scarifiés, ça fait des traces et ils en ont un peu honte. Et c'est de travailler en fait sur qu'est-ce que ça signifie. Et peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, thérapie systémique familiale. Ouais. Quand elle dit que les gens stigmatisent en disant ta fille est bipolaire, etc., il faut leur répondre, t'es médecin, t'as un diplôme, t'es psy, t'as quelque chose. Donc les gens en fait ont toujours un commentaire à faire parce qu'ils ne vivent pas ces situations. Et c'est facile de dire que il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, mais alors que ce sont des sujets qui sont très délicats et les parents ne doivent pas culpabiliser quand leurs enfants sont dans des détresses parce qu'il y a aussi ce qu'on leur transmet, mais aussi ce qu'ils sont eux et comment ils vivent les situations et comment ils les interprètent. Donc les parents peuvent aussi penser qu'il faut se faire accompagner pour déculpabiliser et ne pas porter aussi tout le poids de cette difficulté de passer ce qu'on appelle l'adolescence, qui n'est pas facile et qui est en fonction des personnes, et dans les fratries et dans les familles, c'est pas toujours la même chose. Et il faut essayer juste de les accompagner, d'être compréhensifs et bienveillants pour qu'ils passent ce cap qui est relativement difficile. Catherine, justement, j'allais te dire, c'est vrai que quelle que soit la pathologie, que ce soit la schizophrénie, Alzheimer ou quoi que ce soit, tant qu'on le vit pas dans sa chair, on peut pas se dire ouais, mais attends, je me mets à ta place. C'est vrai, c'est souvent les gens te disent ça, mais je me mets à ta place. Mais en fait, t'es pas à ma place, tu sais pas ce que je vis. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut peut-être répondre quand on est malade ou quand on est de la famille, dire en disant mais non, tu sais pas ce que c'est ma fille qui le vit, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est elle qui en souffre. Et le fait justement, comme tu le dis si bien, dire bah attends, t'es médecin, t'as un diplôme, machin, je pense qu'aussi ça peut, enfin moi c'est aussi ma pensée profonde là-dessus. Alors au niveau de, pardon, vas-y. Non, c'est vrai que souvent j'entends, alors
des parents qui essaient de bien faire ou des familles, des fois, qui me disent oui, mais il suffit d'avoir la volonté de se secouer. Ben, si c'était si facile, oui. donc il faut être un peu indulgent parce que c'est comme la dépression, il y a des gens qui jugent, oui, bon, c'est un truc de faible. Non, ça peut arriver à n'importe qui. Et il faut rester toujours bienveillant et se garder de porter des jugements parce que les gens qui vivent dans les familles et des situations compliquées avec des enfants qui ne vont pas bien ou des parents qui ne vont pas bien, c'est toute une famille qui est impactée. Et donc, de faire des raccourcis, il faut faire attention en fait à ce qu'on dit et à banaliser des choses. Et quand moi j'entends des gens dans la rue qui disent « Ah, de toute façon, il est bipolaire » ou qui critiquent des amis en disant « Oui, c'est un schizo », je crois que ces gens-là n'ont jamais vu ce que c'est la souffrance d'un schizophrène ou d'un bipolaire qui est en face de vous et qui pleure parce qu'il se rend compte qu'il est pas bien et qu'il n'est pas entre guillemets dans une forme de normalité et qu'il souffre parce qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe dans sa tête et que la personne vous dit je vais me tuer parce que je n'en peux plus. Donc le problème c'est de prendre en considération que ce sont des maladies extrêmement graves et on ne peut pas rigoler avec ça parce que ce sont des gens qui sont en réelle souffrance. Quand je reçois des schizophrènes, des bipolaires, des gens qui sont atteints de psychose, ces gens-là en fait cherchent juste à être écoutés et à ce qu'ils puissent s'exprimer et qu'on arrête de dire qu'ils sont fous, parce qu'ils ne sont pas fous. Fous, ça n'existe pas. C'est juste des gens qui, à un moment donné, perdent le contrôle d'une partie de ce qui se passe dans leur cerveau et justement, ils ne sont pas fous parce qu'ils en sont conscients. Et c'est ça qui est grave pour eux et qui leur fait mal, c'est qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas ce qui se passe dans leur tête. C'est ça leur souffrance. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce que justement ces maladies qui sont la schizophrénie et la bipolarité, est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'il y a un message d'espoir, Catherine, qu'on peut donner? Alors, je dirais qu'on peut atténuer jusqu'à ce que la maladie soit quasiment disparue. Bien. Je pense, je sais pas si cette patiente m'écoute. Elle s'appelle Myriam. Qu'on salue. C'est une de mes patientes schizophrènes que j'aime beaucoup et qui a 46 ans, qui a déclenché une schizophrénie à l'âge de 42 ans et qui est venue il y a 2 ans me voir suite à son psychiatre me l'a envoyé. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui ne voulait plus prendre de médicaments parce qu'elle ne voyait pas la différence entre je prends des médicaments ou j'en prends pas, j'ai toujours les mêmes symptômes. Donc en l'accompagnant, en l'interrogeant, en faisant faire des exercices, etc., il y a 3 semaines, elle est venue me voir parce qu'elle vient régulièrement, tous les 3 semaines, elle vient, elle est très fidèle à son rendez-vous, et elle m'a dit, Madame Macaire, j'entends plus de voix, je vais bien, je ne prends plus de médicaments et j'entends plus de voix. Et parce qu'elle a réussi à s'écouter, à ne plus avoir peur de sa maladie, c'est-à-dire à l'accepter, à se dire bon voilà, c'est un épisode dans ma vie, à en parler à son psychiatre, à se faire accompagner et à essayer de faire des exercices, de se comprendre et d'apprendre à lâcher prise et d'accepter ce qui lui arrive. Elle a réussi à ne plus entendre de voix. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est guérie parce qu'elle a toujours des troubles anxieux, mais elle ne prend plus actuellement de médicaments. Elle se sent beaucoup mieux. Elle a encore des petits troubles, ça c'est sûr. On ne peut pas dire qu'elle est guérie, mais en tout cas, elle vit beaucoup mieux. Dans le cas de bipolarité, j'ai aussi plusieurs patients qui sont également suivis par 2 psychiatres avec qui je travaille, qui sont des gens vraiment très compétents, qui ont trouvé un équilibre avec les médicaments et qui ont pu renouer avec leur métier et retourner travailler et avoir une vie quasiment normale. Juste aussi parce que ces gens-là m'ont dit c'est rare d'avoir des gens qui écoutent, c'est-à-dire qui prennent le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire de leur souffrance, parce que les maladies psychiques, souvent, ils ne sont pas écoutés, les gens. D'ailleurs, comme si ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance. C'est des délires. Mais dans les délires, il y a quand même des explications. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai une formation jungienne,
Et Jung prenait beaucoup de soin à écouter les patients, même les patients les plus délirants, parce que dans leur délire, il y avait quand même une lumière de l'enfant qui est en eux et qui peut expliquer des situations, et que ça vaut le coup de les écouter pour pouvoir éventuellement les aider. Et même si on arrive juste à aider un seul patient, ce sera déjà ça. Mais il y a quand même dans le monde beaucoup de gens qui arrivent à sortir, en tout cas des symptômes graves de la schizophrénie, mais il y a quand même, comme j'ai dit, différents types de schizophrénie, et des schizophrénies profondes, aiguës, sur lesquelles aujourd'hui la psychothérapie n'a pas beaucoup d'emprise, n'a pas beaucoup en fait de résultats. Ouais. Et dans la bipolarité, c'est exactement pareil. Et il y a des bipolarités extrêmement importantes. Par exemple, dans les cas de paranoïa, en général, on n'a pas de résultat, parce que le paranoïaque est persuadé que tout le monde est contre lui, donc même le thérapeute. Donc là, il n'y a pas de résultat possible. Ouais. Mais on peut améliorer quand même la vie de ces patients, et il y a quand même de l'espoir de vivre normalement. Ben voilà, et alors déjà, Dimitri dit bravo, parce que effectivement, ils arrivent à reprendre une vie normale, même si pour moi la normalité n'existe pas vraiment, puisque sommes-nous normaux? Tiens, ben ça en fera peut-être un sujet là-dessus, un de ces quatre. Dimitri, toujours, certaines personnes ont un comportement excessif, comme de gueuler, être hystérique, etc., perdre le contrôle. Est-ce que c'est de la schizophrénie? C'est une question. Non, pas forcément. Bon. La perte de contrôle, c'est souvent des gens qui n'arrivent pas à contrôler en fait leurs émotions et leur rage. Ça peut être un trouble de l'humeur, mais pas forcément une schizophrénie. Donc si quelqu'un te fonce dedans en voiture, eh ben, tu pourras pas lui dire t'es schizophrène, voilà. Non. C'est alors attends, retour de Catherine. Oui, Karine, pardon. Karine, oui, bah oui, je sais bien, il y a beaucoup de messages. Moi, j'adore votre commentaire, parce que je culpabilise et je porte le poids du monde, déjà d'une femme. Enfin, vous me connaissez, en plus d'enfants qui se scarifient, et je finis par porter tout le poids du monde de ces douleurs, et de me dire mais c'est de ma faute, et ça me fait du bien de vous entendre ce soir, parce que je pense que je ne suis pas la raison du mal-être de ma fille. Bien au contraire, je pense que je suis là pour construire son bonheur et sa vie d'adulte et sa vie de femme. Et justement, cette séparation entre nous a fait du bien. Le fait qu'elle vive loin aujourd'hui, elle a plus de considération pour moi qu'elle n'en avait avant. Et bien qu'elle me manque terriblement, mais je suis d'accord avec vous sur le fait de se faire accompagner, parce que on porte le poids et on pense toujours en tant que maman qu'une scarification et c'est de notre faute. Et effectivement, c'est assez douloureux. Alors que en fait, nous, on est inquiets, on en est malade, et on a peur en fait de se dire, est-ce que si elle se scarifie, elle est capable de se suicider? Si elle se suicide, j'en porterai toujours la culpabilité, et c'est vraiment affreux. Ça, je reconnais. Alors attends, parce que là, tu me vois pas, mais je suis en train de boire un coup parce que je n'en peux plus non plus. Même la souffrance d'une gamine qui se scarifie et qu'on retrouve en sang les draps et tout le reste, et on a peur, et ça c'est affreux aussi. Voilà, Catherine. Je vais rappeler à Karine que même quand le papa n'est pas présent dans la maison, les enfants naissent de deux parents. Et souvent, le parent dont on ne parle pas est le parent aussi qui pose problème. Donc, les mamans ont l'habitude de tout prendre sur elles en général, en pensant qu'elles sont les éducatrices prioritaires, sauf que le parent absent a aussi un rôle. Et parfois, les enfants, les adolescents ou les enfants font des choses, par exemple, inconsciemment, pour détourner l'attention d'un parent qui ne va pas bien. C'est-à-dire que pendant qu'un parent va s'occuper de son enfant qui ne va pas bien, parce qu'un parent est souvent soucieux en fait du bien-être de son enfant, donc va s'occuper de son enfant, pendant ce temps-là, le parent ne va ne pas pouvoir être en souffrance. Donc parfois il y a des enfants qui inconsciemment, pour aider le parent en souffrance, vont se mettre sans s'en rendre compte, donc de manière inconsciente, en difficulté, pour détourner l'attention du parent qu'ils identifient mal. Et c'est ce que
C'est ce que Karine nous dit, retrouver les draps ensanglantés parce que ma gamine s'est scarifiée, ça doit, pour moi c'est une scène d'horreur. Oui, c'est quelque chose de très... À vivre, oui. De très difficile à gérer, mais c'est aussi, comme je dis, parfois un enfant utilise des stratégies. Oui. Par exemple, quand un enfant a 7-8 ans, des fois il y a des enfants qui sont très joyeux, qui font le pitre tout le temps. C'est parce que souvent, par exemple, il y a un des deux parents qui est un petit peu dépressif et l'enfant a trouvé ce moyen de distraire son papa ou sa maman. Donc l'enfant sert un petit peu de catalyseur pour détourner en fait le mal-être qui peut exister familialement parlant et qui va prendre sur lui en fait de résoudre une problématique. Des fois, certaines adolescentes ou adolescents en fait, ont des comportements vraiment exacerbés parce qu'il y a des problématiques familiales et pour éviter, par exemple, ils ont peur de la mort d'un parent, par exemple, et vont focaliser sur eux pour justement en pensant que pendant que le parent est occupé à s'occuper d'eux, le parent ne va peut-être pas en fait se sentir mal. Donc il y a plein de choses, c'est pour ça que je dis que souvent ce sont des thérapies familiales qui sont efficaces ou des thérapies entre guillemets de couple, c'est-à-dire couple, parent, enfant. Le papa et le papa et le garçon qui va faire que on va travailler mieux et plus efficacement pour résoudre cette problématique d'un adolescent qui n'est pas lié que à lui, alors au syndrome familial. Je vais compliquer un peu les choses. Admettons que justement je sois divorcé, que je vive avec mon enfant, que je sois un homme ou une femme, peu importe, et qu'il n'y ait pas la possibilité que le papa soit en consultation avec l'enfant ou vice-versa. Je veux dire, comment faire? Alors, aujourd'hui, on est dans un monde moderne, puisque tu es sur Facebook et je suis au téléphone. Aujourd'hui, on fait des consultations par Skype, par Messenger, par WhatsApp, en vidéo, etc. On peut faire tout. Bon, ben voilà une bonne nouvelle. Tiens, on salue d'ailleurs monsieur Philippe Vindex qui vient d'arriver sur la causerie. Alors, bon, c'est un peu rassurant. Alors, on va me dire, ouais, mais attends, ça coûte combien? Parce que si on fait ça, il faut bien payer la personne. Est-ce que c'est cher? C'est cher, ça dépend des psychothérapeute et des psychologues. Si on va avoir un psychiatre, c'est remboursé par la sécurité sociale. Un psychothérapeute, psychologue, c'est pas remboursé, mais il y a maintenant des mutuelles qui prennent en charge une grande partie en fait des psychothérapies, donc ça c'est bien. Ça marche avec la CMU? Non, pas du tout. Mais non, puisqu'on ne prend pas la carte vitale. Les psychologues, c'est comme les... Non, parce que tu disais qu'il y avait justement une partie qui était remboursée. Attends, tu disais qu'il y avait une partie qui était remboursée. Donc, par les mutuelles, c'est-à-dire quand on a une mutuelle indépendante, il y a une partie, des fois, on fait une facture et la mutuelle rembourse une partie en fait des consultations de psychothérapie ou de sophrologie, ça dépend. Mais attends, la CMU, c'est bien la couverture universelle santé, bah oui, c'est la mutuelle universelle. Ça, on peut pas prendre ça. Il faut être médecin pour ça. D'accord, ben voilà, c'est bien, comme ça on a quand même quelques réponses, quelques clés, parce que tout le monde ne sait pas forcément tout ça, et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu, hein, excuse-moi, mais tout ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que, voilà. Alors, donc, on en était aussi, donc, est-ce que on peut en guérir? On a eu quand même quelques réponses ce soir, et si ça touche un proche, qu'est-ce que je dois faire? Alors, autre que Karine, hein. Oui. Alors, si ça touche un proche, que on se rend compte qu'il y a une problématique de soupçon de schizophrénie ou de bipolarité, donc souvent donc comme j'ai dit, qui est révélée par une crise aiguë. Ouais. Alors, si c'est quelqu'un qui est majeur, c'est compliqué d'emmener quelqu'un de force. Alors, s'il y a une crise aiguë, de toute façon, en général, on va emmener la personne aux urgences et elle sera prise en charge au service psychiatrique qui pourra évaluer en fait de la pathologie de la personne et qui réorientera après. Donc en fait, pardon. Donc en fait, faut appeler les pompiers si ça va pas. Oui,
ou alors emmener directement en fait au service psychiatrique, au CHU, il y a un service d'urgence psychiatrique. Si c'est une crise aiguë, comment en parler à son médecin, c'est-à-dire que si on commence à constater que voilà, une personne de notre entourage commence à avoir des pensées délirantes, de toute façon, les pensées délirantes sont tellement angoissantes pour le patient qui le vit que de lui-même il voudra consulter parce qu'il en aura très peur. Donc souvent la première étape, souvent des patients sont allés voir en premier un médecin traitant qui a dit bon voilà, là je soupçonne, je vais vous envoyer chez un psychiatre ou aller voir un psychologue ou un psychothérapeute qui pourra établir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est juste une angoisse que vous avez profonde ou est-ce que ça nécessite en fait un traitement médicamenteux qu'un psychiatre vous délivrera. Donc il faut toujours essayer d'aller voir son médecin traitant qui peut orienter vers un spécialiste. Mais en ce qui concerne la prise de médicaments et notamment de médicaments antipsychotiques, il faut toujours en général aller voir un spécialiste qui est plus à même de faire les dosages et de trouver un équilibre pour les médicaments. Les médecins traitants sont compétents pour toutes les petites dépressions du quotidien, mais en ce qui concerne les maladies comme ça, psychotiques, c'est toujours un psychiatre qui est le plus à même de délivrer en fait des médicaments adéquats à la pathologie du patient. Est-ce qu'on peut avoir des palpitations cardiaques, le fait de ne pas être bien dans les prémices de ce type de maladie? Alors, quand au départ, donc c'est un trouble psychique, donc les premiers symptômes sont plutôt des apparitions, en fait des hallucinations psychiques ou auditives qui peuvent provoquer des sensations en fait d'accélération du rythme cardiaque, des sensations d'étouffement ou des symptômes diffus au niveau du corps. Mais c'est principalement en fait au niveau de la pensée que ça va se produire, qui va commencer à être inquiétant parce que le patient va se rendre compte qu'il ne maîtrise plus ce qui se passe dans sa tête. D'accord. Ils sont conscients que ce ne sont pas leurs pensées, c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils pensent à quelque chose que ça se produit, mais parce qu'il y a comme quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus et que leur pensée devient envahissante et qu'ils n'arrivent plus à les contrôler. Bon, alors dans les traitements, j'allais dire, est-ce qu'il y a des actions que nous, par exemple, si on est amis ou parents, on peut faire pour aider la personne? Justement, quand on a ce type de prémisse. Bon alors, on peut appeler dans un... Si c'est un délire aigu, on peut appeler les pompiers. Les pompiers vont prendre en charge le patient. D'accord. Bon. Alors, dans les traitements, j'ai envie de dire, c'est juste l'accompagnement. C'est-à-dire, alors il faut éviter de crier, parce que ça sert à rien. Bon, voilà. Éviter d'augmenter la violence, parce que la personne, elle est dans un trouble et elle se sent vraiment mal. Alors, il y a des types de schizophrénie qui sont des schizophrénies violentes, c'est-à-dire que les personnes deviennent extrêmement agressives. Donc là, il faut appeler absolument les pompiers, on ne peut pas maîtriser ça. Et il faut éviter d'utiliser la violence, il faut parler calmement. Et quand la personne se focalise sur une des personnes dans la famille, il faut ne pas aller en confrontation. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une bouffée délirante vis-à-vis de sa maman, par exemple, il faut écarter la maman et laisser gérer d'autres personnes et emmener le patient donc au service psychiatrique. Et il n'y a pas de traitement qu'un tiers puisse donner. On ne peut pas donner une tisane ou je ne sais quoi. J'allais y venir, merci, j'allais y venir. Est-ce qu'il n'y a pas une recette de grand-mère qui fait que ça ira mieux et tout ça? Non, il faut l'emmener. Ouais. Après, on peut apaiser, on peut essayer de calmer, mais dans ces cas-là, c'est tellement envahissant. On va dire c'est un petit peu comme... alors, c'est difficile d'expliquer parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas expliquer, mais par exemple, c'est comme quand on fait un cauchemar, hein, par exemple, tout le monde a déjà fait un cauchemar horrible, et qu'on va se réveiller en pleine nuit, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et c'est prenant, on a du mal à s'endormir. C'est-à-dire qu'on a la sensation que ce qu'on vient de vivre est réel. Mais on le sait, on est conscient que c'est pas réel, puisque c'est un rêve, on était endormi, et c'était un cauchemar. Mais c'est tellement vivant qu'on se sent mal. Et bien là, c'est un petit peu comme si la personne, elle est tout le temps dans cet état. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus si c'est réel ou irréel. Et quand c'est un bon cauchemar, on y pense toute la journée, voire même toute la semaine, en se disant « Ah là, ce qui t'est arrivé, mais tu te rends compte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Voilà. Et là, c'est quelque chose qui est récurrent tout au long d'une journée. Les gens qui me disent « Voilà, je suis en train d'être occupé et j'ai quelqu'un
où j'ai quelque chose dans la tête qui me dit il va t'arriver un malheur, il va t'arriver un malheur, il va t'arriver un malheur. Et donc ça devient, au fait, c'est pour la personne, elle sait que c'est pas elle qui pense ça, mais c'est une pensée qu'elle ne contrôle pas. Et là, c'est très 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 perturbant. Et donc la personne d'elle-même, de toute façon, va venir consulter, va aller voir son médecin pour en parler ou aller voir un spécialiste. Bon, moi alors il y a Karine qui a quelque chose à dire après sur WhatsApp. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il existe une schizophrénie affective? Qu'est-ce que tu entends par schizophrénie affective? Explique-moi. Je sais pas, on reste dans l'affectif, tu sais, tout ce qui est affectif, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité d'être schizophrène? Je sais pas comment expliquer ça. Une schizophrénie affective, dès que ça tout l'affecte, en fait, peut-être entre. Mais justement, on parlait tout à l'heure de la famille. On parlait. Est-ce qu'on peut être dans. Est-ce que cette. Admettons que ça soit une machination qui soit dans ma tête et que affectivement je sois attaché à cette personne-là et la personne s'en va, elle me quitte et justement ça rentre, si tu veux, un petit peu dans cette logique-là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ou c'est un peu flou? Non, je comprends pas. Dans les syndromes délirants, ouais. Il peut y avoir les syndromes délirants, par exemple, de jalousie ou de persécution, ouais, ou d'abandon. De toute façon, les syndromes psychotiques touchent l'affect, c'est-à-dire sont liés à l'affectif. C'est-à-dire, c'est un trouble qui est lié à un trouble obsessionnel, c'est-à-dire il va y avoir un objet d'obsession qui va changer. Il va être obsessionnel, comme j'ai dit, sur la religion, et puis il va pouvoir peut-être passer sur, par exemple, la relation avec la maman, va passer sur l'épouse ou sur le conjoint, ou va être en fait obsessionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un délire obsessionnel sur une situation. Tu viens d'y répondre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que je posais la question s'il y avait une schizophrénie affective. Tu viens d'y répondre, en fait. Voilà. Alors, tu appelles ça comme ça, mais c'est en fait c'est l'objet ouais, qui va créer, enfin l'objet imaginaire. Obsessionnel qui va s'accentuer. D'accord. Alors il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais des idées délirantes érotomaniaques, c'est-à-dire que les personnes vont penser que je suis désirée par telle ou telle personne, c'est-à-dire tout le monde veut coucher avec moi, par exemple. Il va y avoir ce genre de délire. C'est ça, être érotomaniaque? Ah oui, ça a à voir avec l'érotisme? Voilà, c'est-à-dire que les personnes vont dire ah là là, je peux plus sortir, mon patron me drague, ma secrétaire me drague. En fait, ils vont être avoir le sentiment que tout le monde s'intéresse à eux. Il va y avoir des syndromes donc aussi paranoïaques où les gens vont dire oui, je sais que je te suis observé, mon voisin m'observe, ma mère me surveille, mon collègue de travail me surveille, etc. Et ça va être avec des... le patient va expliquer en détail pourquoi, c'est-à-dire il va avoir élaboré en fait tout un schéma de pensée qui va être structuré et qui va montrer que oui, ce qu'il dit, c'est fondé. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de ce qu'il dit. Bon, alors là, il est 21h25. On va finir avec les messages de Karine. Et ensuite, on ira vers la conclusion. C'est parti. Alors moi, le seul cas de schizophrénie que j'ai connu, c'était le frère d'un ami d'enfance. Et en fait, qui en avait marre d'entendre des voix dans sa tête, et finalement a décidé de se suicider. Donc il avait tout préparé. Un jour, voilà, il est monté en haut d'une tour à Pointe-à-Pitre, ça a fait la une des journaux, et il s'est jeté dans le vide et il s'est suicidé. Alors la schizophrénie, ça mène fatalement au suicide, ou il y a des moyens plus percutants de le traiter? Catherine, oui, j'arrive à chaque fois, j'en bafouille. Catherine, pardon. Oui, alors, la schizophrénie, comme toutes les maladies psychiques, peut mener au suicide. Le suicide, j'aimerais bien qu'on fasse un sujet là-dessus un jour. Ouais. Le suicide, en fait, ça n'est jamais un acte... c'est un... Un acte anodin, t'es en train de me dire? Oui, enfin, c'est un acte, en fait, c'est
acte qui, d'un seul coup, est un switch dans la tête et qui fait que la personne perd la raison et n'arrive plus. Sa souffrance est telle qu'elle va dépasser toute raison, oui, et qu'elle ne peut plus maîtriser. Donc, le suicide, souvent, on ne peut pas l'entourage ne peut pas éviter, et l'accompagnement des personnes qui ont vécu des gens proches qui se sont suicidés est pour moi quelque chose qui est très important, parce que le suicide ne doit pas être une source de culpabilité pour ceux qui restent, parce que c'est vraiment un acte qui fait que la personne ne pouvait plus supporter, et quelqu'un qui se suicide ne veut jamais faire du mal à son entourage, mais ne supporte plus ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et à un moment donné n'est plus raisonnable. Qu'elle ait des enfants, qu'elle n'ait pas d'enfants, qu'elle ait des parents, il n'y a plus rien qui existe que sa souffrance. Elle n'est plus que souffrance. Elle n'est plus en fait un être capable de raison. Donc l'accompagnement des personnes, l'entourage, est pour moi très important, de les déculpabiliser et surtout de leur dire que en aucun cas la personne qui a fait ça n'a voulu faire souffrir son entourage, mais était juste elle-même dans une souffrance qu'on ne peut pas comprendre, puisqu'on n'a jamais été dans ce cas. Mais bah écoute, merci, c'est bien, c'est quand même assez positif ce que tu es en train de nous dire. Karine, le retour. Il y a un très beau film en parlant de schizophrénie, pour conclure, qui s'appelle Un homme d'exception, où le prix Nobel de l'économie a été remporté par un schizophrène et qui a mis beaucoup de temps dans sa vie à réaliser qu'il était lui atteint de cette maladie, et qui a été accompagné par sa femme jusqu'au terme de sa vie, et ce film est magnifique, Un homme d'exception. Je pense qu'on peut voir ce que c'est que la schizophrénie. Un homme d'exception, alors c'est dommage parce que Karine t'a pas dit avec qui c'était, mais en tout cas notez-le quelque part dans un coin de votre tête. Et puis on va finir, c'est 21 secondes, toujours Karine. D'ailleurs, si on reparle d'un film sur l'érotomanie, il y a un film très beau qui s'appelle À la folie, et vraiment à voir, mais pour savoir ce que c'est, que quand on voit le film de la façon dont l'érotomane parle de la personne en question, et l'autre côté, le versant, et il est magnifique ce film aussi, À la folie. Tiens, oui, on a parlé de pas mal de pathologies, c'est peut-être un sujet sur lesquels on pourrait... Catherine, parler. Faire des heures et des heures. Ah mais de toute façon, en plus c'est des sujets qui vous plaisent, et puis ce sont des sujets qui nous plaisent aussi à nous. Allez, Karine, parce que vraiment c'est toi, je sais pas ce que tu dis pendant 2 secondes, tant pis tu assumes. Hein. Homme d'exception avec Russell Crowe. Russell Crowe, yeah. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit. Allez. Russell Crowe, merci. Hop, j'éteins le WhatsApp. Voilà, le téléphone est éteint. Je vais rester un petit peu sur Facebook Live. Regardez ce que vous avez à dire, si vous avez des choses à dire. Un peu... non, pas plus que ça. Eh ben, écoute, Catherine, je te laisse conclure. Alors, moi, je vais dire qu'il ne faut pas avoir peur de toutes ces maladies. Il faut savoir s'entourer et être accompagné, savoir que ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Il n'y a pas de famille où on ne peut pas être touché, et qu'il faut toujours croire que ça peut aller mieux en se faisant aider et en étant positif. Et surtout, pour les gens qui pensent que c'est si facile, éviter de juger, et plutôt, en fait, parfois quand on voit les gens dans la rue qui sont un petit peu délirants, penser que ce sont des personnes qui sont déjà des êtres humains et qui sont aussi en souffrance, et peut-être les regarder différemment, et ça leur permettra aussi de penser que nous n'avons pas forcément peur de tout ça, parce que la folie, ça n'existe pas. Un beau message d'espoir entre l'écoute et l'observation. Eh ben, écoutez, moi, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Ce sera la dernière, toi et moi, pour 2018, oui. Peut-être en 2019. Peut-être qui sera, comme chantait Mike Brandt. Oui. En tout cas, pour moi, c'était un extrême plaisir de travailler avec toi, et je pense que c'est mutuel. Oui, merci Bernie, ça m'a fait beaucoup plaisir, et ça
n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Eh ben écoute, voilà, je te fais des bisous, on discute un petit peu hors antenne. N'oubliez pas, vous êtes formidable, rendez-vous demain 20h20 pour la DER de la DER. Vous saurez peut-être si en 2019 il y a une suite, il n'y a pas une suite. À demain, bye bye.